Cléopâtre naît vers 69 avant Jésus-Christ à Alexandrie, en Égypte, au sein de la dynastie Lagide, une maison royale gréco-macédonienne qui règne sur l'Égypte depuis l'époque d'Alexandre le Grand. Bien que d'origine grecque, Cléopâtre est remarquablement sensible aux coutumes égyptiennes. Contrairement à ses prédécesseurs, elle embrasse la culture locale et aurait parlé la langue égyptienne, en plus d'un grand nombre d'autres langues, dont le grec et probablement l'hébreu, l'araméen et le latin. Son père, Ptolémée d'Ouzolète, occupe une position précaire. Les Ptolémées sont souvent dépendants de l'influence romaine, payant tribut et entretenant des alliances pour conserver leur trône. Cléopâtre grandit dans un environnement de manigance de cour. Rivalité familiale, lutte de pouvoir et mariage stratégique sont monnaie courante au sein de la lignée ptolémaïque. À la mort de son père en 51 avant Jésus-Christ, la jeune Cléopâtre est désignée co-souveraine avec son frère cadet, Ptolémée XIII. Selon la tradition, ils sont nominalement mariés, comme c'est l'usage entre frères et sœurs dans la famille ptolémaïque, mais Cléopâtre se montre clairement la dirigeante la plus ambitieuse et la plus capable. Les tensions éclatent presque immédiatement. Des factions rivales à la cour dressent Cléopâtre contre Ptolémée XIII, et très vite, elle se retrouve évincée du pouvoir par les conseillers de son frère. Mais elle n'est pas du genre à se laisser écarter. Cléopâtre lève une armée au Proche-Orient, déterminée à reconquérir son trône. C'est à cette époque que le général romain Jules César arrive à Alexandrie, cherchant à régler un différend concernant des dettes impayées du royaume ptolémaïque et à arbitrer le conflit entre Cléopâtre et Ptolémée XIII. Dans l'un des coups politiques les plus célèbres de l'histoire, on raconte que Cléopâtre se fait transporter en secret jusqu'à César, peut-être roulée dans un tapis ou enfermée dans un sac, afin de lui présenter sa cause sans être interceptée par les hommes de son frère. Séduit par son intelligence et sa prestance, César prend le parti de Cléopâtre. Un bref conflit, connu sous le nom de guerre d'Alexandrie, s'ensuit. Ptolémée XIII meurt au cours des combats, et Cléopâtre en sort victorieuse. En 47 avant Jésus-Christ, César a consolidé le pouvoir de Cléopâtre. Elle devient la seule souveraine d'Égypte aux côtés d'un autre de ses jeunes frères, Ptolémée XIV, qu'elle épouse ensuite conformément à la coutume. Cléopâtre devient aussi la maîtresse de César. Ensemble, ils ont un fils, Ptolémée XV, plus connu sous le nom de Césarion, qui signifie « petit César ». Aux yeux des Romains, cette relation est scandaleuse, mais elle renforce la position de Cléopâtre sur le trône. Cléopâtre se rend à Rome avec César et séjourne dans une villa proche de la résidence de ce dernier. Les Romains regardent son faste exotique avec un mélange de fascination et de méfiance. En 44 avant Jésus-Christ, l'assassinat de César bouleverse le monde romain et celui de Cléopâtre. Elle retourne en Égypte, fait discrètement éliminer son frère et co-régent, probablement par empoisonnement, et proclame Césarion nouveau Corinthe avec elle. Après la mort de César, Rome sombre dans la guerre civile, déchirée entre plusieurs prétendants au pouvoir. L'un des principaux est Marc-Antoine, proche allié de César. Désireux de sécuriser les richesses de l'Égypte et la loyauté de Cléopâtre, Antoine la convoque. Célèbre pour son sens du spectacle, Cléopâtre arrive à sa rencontre sur un navire somptueusement décoré, sur le fleuve Cydnus, dans l'actuelle Turquie, éblouissant Antoine et démontrant son talent pour la mise en scène et la négociation. Une histoire d'amour et un partenariat politique naissent de cette rencontre. Marc-Antoine passe l'hiver 40 avant Jésus-Christ à Alexandrie auprès de Cléopâtre. Leur alliance profite aux deux parties. Antoine obtient un soutien financier pour ses campagnes, tandis que Cléopâtre cherche à protéger l'indépendance de l'Égypte et peut-être à reconquérir des territoires autrefois sous contrôle ptolémaïque. Ensemble, ils ont 3 enfants, Alexandre Hélios, Cléopâtre Sélénée et Ptolémée Philadelphe. Leur relation suscite la colère d'Octavien, le futur empereur Auguste, rival d'Antoine, qui exploite la xénophobie romaine et la propagande pour présenter Cléopâtre comme une séductrice complotant pour miner Rome. À mesure que les tensions entre Antoine et Octavien s'intensifient, Cléopâtre devient une actrice clé sur la scène politique mondiale. L'affrontement décisif eut lieu en 31 avant Jésus-Christ lors de la bataille d'Actium, au large de la côte ouest de la Grèce. Les forces d'Antoine et de Cléopâtre y affrontèrent la flotte d'Octavien. Au milieu de signaux confus et d'erreurs stratégiques, Cléopâtre retira ses navires, poussant Antoine à la suivre. La bataille se solda par une victoire écrasante d'Octavien. Antoine et Cléopâtre se replièrent en Égypte. Au cours de l'année suivante, Octavien avança vers Alexandrie. Lorsque ses troupes atteignirent la ville, Antoine tenta de rallier ses soldats, mais il fut surpassé et trahi par des défections. En août 2030 avant Jésus-Christ, après une dernière défaite aux abords d'Alexandrie, Antoine entendit une fausse histoire selon laquelle Cléopâtre se serait déjà donné la mort dans le mausolée. Accablé et convaincu que tout était perdu, il se jeta sur sa propre épée. Mortellement blessé, il fut transporté auprès de Cléopâtre et expira dans ses bras, dans une scène devenue emblématique de tragique romance. Cléopâtre fut ensuite capturée par Octavien. Bien qu'il la traite avec une courtoisie de façade, ses intentions étaient claires.
Il comptait la conduire à Rome et la faire parader enchaînée lors de son triomphe. Cléopâtre demanda la permission de se rendre sur la tombe d'Antoine pour y verser des libations et offrir des sacrifices. De retour dans ses appartements du mausolée, elle prit un bain puis ordonna qu'on lui serve un somptueux repas royal. Pendant le repas, un paysan se présenta aux portes, portant un panier. Lorsque les gardes en inspectèrent le contenu, le paysan souleva les feuilles pour révéler de gros et magnifiques figues. Les gardes, désarmés par ce simple présent, le laissèrent passer. Après l'avoir mangé, Cléopâtre écrivit une lettre cachetée à Octavien et renvoya tout le monde, ne gardant auprès d'elle que ses deux plus fidèles servantes, Hira et Charmion. Quand Octavien ouvrit la lettre, il y découvrit une supplique de Cléopâtre, lui demandant d'être enterré aux côtés de Marc-Antoine. Il comprit aussitôt qu'il avait été dupé. Il envoya ses hommes au mausolée au pas de course pour tenter de l'arrêter, mais il était déjà trop tard. Les soldats romains enfoncèrent les portes pour découvrir un véritable tableau de défi royal. Cléopâtre gisait, morte sur un divan doré, parée de tous ses attributs de reine. Elle avait choisi de mettre fin à ses jours selon ses propres conditions, plutôt que d'être exhibée à Rome comme une souveraine vaincue. Hira agonisait à ses pieds. Charmion, faible et chancelante, essayait d'ajuster la couronne sur la tête de la reine. Comment est-elle morte exactement ? Les sources antiques proposent deux grandes théories, mais la vérité demeure un mystère. Le récit le plus célèbre affirme que le panier de figues contenait un aspic dissimulé, un cobra égyptien. Dans la mythologie égyptienne, le cobra, l'uru, est un symbole de royauté divine et de protection. Être mordu par lui était considéré comme un chemin vers l'immortalité. De nombreux historiens et toxicologues modernes doutent cependant de la théorie du serpent. Une morsure de cobra est désordonnée, douloureuse, et provoque un gonflement ou une paralysie qui met des heures à tuer. Or, la mort de Cléopâtre fut rapportée comme rapide et sans marque visible. Il est plus probable qu'elle ait utilisé un puissant poison végétal, peut-être un mélange de ciguë, d'aconite et d'opium, dissimulé dans une épingle à cheveux creux ou un peigne. Octavien, bien que frustré d'avoir perdu son trophée vivant, admira sa grandeur d'âme. Il exauça sa dernière volonté et elle fut enterrée avec les honneurs royaux aux côtés de Marc-Antoine. Avec sa mort, l'Égypte devint une province romaine et l'ère des pharaons prit fin à jamais.